Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter une solution logicielle que j'ai développée et qui permet de prendre des notes manuscrites et de les intégrer dans du code LaTeX dans le cadre de la prise de notes directement sur support informatique, en cours ou en conférence par exemple. Donc les contraintes qui ont présidé à l'établissement et au développement de cette solution logicielle étaient de trouver des paradigmes efficaces donc pour la prise de notes, les logiciels utilisés donc qui seraient libres et gratuits pour des raisons disons démocratiques, et d'utiliser des formats ouverts pour les raisons qu'on verra un petit peu plus tard. Donc au cours de cette présentation, on va passer à travers 5 grandes parties. La première étant les raisons pour lesquelles on voudrait informatiser la prise de notes. La deuxième partie sera donc consacrée aux raisons pour lesquelles on choisirait du logiciel libre plutôt que des solutions propriétaires, qui sont potentiellement plus efficaces et plus abouties. Le troisième point, ce sera pourquoi LaTeX parmi les différentes solutions libres, pourquoi LaTeX et pas par exemple LibreOffice ou OpenOffice. Ensuite, on verra les difficultés qui se posent avec LaTeX et les solutions que j'ai trouvées pour dépasser ces difficultés, donc la solution que j'ai développée qui s'appelle TechMaker Note. En premier point, pourquoi informatiser la prise de notes? Alors en 2013 et a fortiori en 2014, on trouve des ordinateurs portables dits de base à des prix inférieurs à 600 €. On trouve donc des ordinateurs portables de petit format, les fameux netbooks qui sont en train de se faire, depuis 2 ans, de se faire largement dépasser par les tablettes. On en trouve entre 4 et 600 €. Le problème naturellement des tablettes étant que c'est pas des terminaux qui sont dédiés à la création et à la production de contenu, mais plutôt à la consommation et à la lecture. Donc on a des vrais ordinateurs qui sont de taille réduite, qui sont de puissance limitée, à un prix accessible, puissance limitée étant tout à fait suffisante pour des applications bureautiques et pour ce qu'on cherche à faire ici. Dans un deuxième point, à l'université, on a 91% des 18-24 ans qui ont au moins un ordinateur chez eux, et 52% des étudiants qui en ont même plusieurs. Donc parmi ces 52%, on suppose que dans plus qu'un ordinateur, on suppose qu'il va y avoir au moins un ordinateur portable qui va être susceptible d'être emmené en cours ou en conférence. Donc ça, ce sont des chiffres qui avaient été publiés par le CREDOC en 2011 dans une étude qui s'appelait La diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française. À la lumière de ces éléments, la question qu'on peut se poser en réalité, c'est pas pourquoi on informatiserait la prise de notes, c'est pourquoi on ne l'informatiserait pas, étant donné qu'on a déjà tout le matériel nécessaire qui est présent, et qu'il y a juste dans le fond à l'utiliser intelligemment. Ensuite, si on compare les avantages et les inconvénients entre le papier et le numérique, le papier est un médium qui est lourd. Le papier est fabriqué à partir des fibres de bois, c'est la cellulose, c'est un matériau qui est extrêmement dense. Évidemment, le poids du papier qu'on utilise va être fonction de la quantité de notes qu'on va générer, du volume de notes qu'on prend par jour ou par semaine. Mais de façon générale, c'est beaucoup plus lourd de travailler sur papier que de travailler sur support numérique. Étant exclu le poids de l'ordinateur ou autre, on peut embarquer dans son ordinateur à peu près l'équivalent d'une bibliothèque en papier. Le papier est inconsommable, donc c'est quelque chose qu'on va, comme son nom l'indique, consommer, user et racheter régulièrement, ce qui est à mettre en relation avec le fait que très souvent, si on pense à des notes de cours par exemple, donc des cours universitaires ou au niveau lycée ou peu importe, les notes de cours sont régulièrement jetées à la fin de l'année pour la plupart des gens. C'est rare que des notes de cours de première ou de terminale resservent un jour, étant donné le faible niveau des cours qu'on y donne. Donc c'est du papier qui va être envoyé à la poubelle, et c'est pas forcément une bonne chose du point de vue écologique, sachant que même si ce papier-là va être recyclé, le recyclage est coûteux en énergie, donc c'est un peu dommage d'aller finalement consommer des choses qu'on va détruire à brève échéance. Le papier est difficilement indexable, donc l'indexation, c'est l'opération qui consiste à tenir un registre, à tenir un sommaire, à tenir une base de données qui permet de relier un contenu avec son support. Donc de savoir dans quel classeur ou dans quel cahier va se trouver telle information, éventuellement à telle page. Je dis que c'est difficilement indexable, pas parce que c'est surhumain, c'est surtout parce que c'est complexe, il va falloir le faire à la main,
Et on s'entend que si c'est complexe et long, l'humain moyen ne le fera pas. Donc on se retrouve rapidement avec des volumes de papier qui sont à peu près inexploitables. Dans le même ordre d'idée, le papier c'est un support qui est encombrant. Une année de cours, je pense par exemple à la prépa ou même à l'université, une année de cours ça génère énormément de papier, énormément de classeurs, ça prend de la place sur des étagères. Encore une fois pour des cours qui seront pas réutilisés parce qu'ils sont pas réutilisables. Très souvent, un étudiant moyen, quand il doit aller retrouver des informations qui lui ont été données dans des cours dans les années antérieures, va préférer aller faire directement une recherche sur internet que de retourner dans ses notes de cours parce qu'il sait que ça va être beaucoup plus rapide sur internet et qui n'a pas forcément envie d'ouvrir le placard et de se prendre tous ses classeurs sur la tête avant de réussir à trouver ce qu'il cherche. Donc le papier c'est vraiment la pire des solutions dans le cas de quelque chose qui va être assez informel comme la prise de notes. D'un autre côté, le numérique, donc quand je dis numérique, je vais surtout considérer en fait le format PDF, qui est un format comme son nom l'indique, qui est portable, qui est reconnu par tous les systèmes d'exploitation, que ça soit Windows, Linux, Mac, et également par les systèmes d'exploitation pour terminaux mobiles, donc Android, iOS, Symbian, Windows Phone et compagnie. Sur les livres que j'ai écrits, donc j'ai fait un petit calcul, j'ai fait une moyenne, je m'en sors à peu près avec 70 pages par mégaoctet. Donc 70 pages par mégaoctet, si on prend une clé USB de 16 gigaoctets, qui est un format assez répandu aujourd'hui, qui coûte à peu près 12 à 13 euros, on est capable de stocker plus d'1 million de pages sur une simple clé USB. Donc en termes de densité de stockage, c'est tout à fait intéressant. On sait qu'une clé USB, ça pèse une vingtaine de grammes, c'est beaucoup plus intéressant que le support papier, même si on s'entend qu'il faut embarquer son ordinateur. Aujourd'hui, on est capable de faire des ordinateurs portables qui pèsent dans les 1,5 kg, 2 kg, donc c'est plus tellement un problème. Le support numérique, donc en imaginant qu'on prenne ces notes directement sur support numérique informatique, est beaucoup plus rapidement utilisable pour des publications. Je pense par exemple quand on publie des rapports, des comptes rendus, des minutes de conférences, des rapports de réunions ou peu importe, si on a déjà des notes qui sont prises au format numérique, dans le fond on a juste à remettre en forme ces notes, à les réorganiser, et c'est beaucoup plus rapide que de retrouver des notes manuscrites, de les ressaisir sur support informatique, puis par après de les réorganiser. On est beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace à ce niveau-là quand on souhaite une publication ultérieure des notes qu'on a prises, si on prend ces notes directement en numérique. Ensuite, le numérique est beaucoup plus facile à indexer et beaucoup plus facile à archiver. Donc le principe étant que quand on crée un fichier numérique, il faut lui donner un titre, donc un nom de fichier qui soit cohérent, qui soit signifiant, et ce fichier-là va pouvoir être retrouvé par après en utilisant le moteur de recherche de votre système d'exploitation. Donc si vous avez oublié à quel endroit vous aviez rangé ce document-là, c'est beaucoup plus facile. Et puis vous pouvez faire une recherche dans le document. Dans tout bon lecteur PDF qui se respecte, vous avez un moteur de recherche qui permet d'aller trouver des chaînes de caractères dans le document, ce qui est très pratique quand vous avez des documents qui dépassent plusieurs dizaines de pages, et ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Et puis, dans le pire des cas, le numérique peut toujours être imprimé, donc c'est-à-dire repassé sur support papier, ce qui est moins le cas avec le papier. On a beaucoup plus de mal à passer du papier au numérique, d'une part parce que la qualité des scans va être assez variable, d'autre part parce que scanner plusieurs dizaines voire centaines de pages, c'est long et c'est pénible, donc je considère que l'humain moyen ne le fera pas étant donné que c'est compliqué. Donc le numérique est beaucoup plus versatile. À la lumière de tous ces éléments-là, en fait, la question qui arrive, c'est qu'est-ce qu'on attend? On a d'une part le matériel, on a d'autre part l'avantage de la densité de stockage numérique et de la facilité, de la rapidité d'utilisation. Pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Alors ensuite, dans le cadre de la prise de notes, pourquoi est-ce qu'on utiliserait des logiciels libres? La première raison, c'est souvent la raison qui pousse les gens à utiliser Linux en particulier comme système d'exploitation, puis d'autres logiciels libres en tant que navigateur internet ou que système de traitement de texte ou autre, c'est que le libre est gratuit. Le principe du libre, c'est que tout le code des logiciels est ouvert et publié, c'est-à-dire que vous pouvez relire le code de vos logiciels, vérifier éventuellement les histoires de sécurité, de portes dérobées et ces choses-là. Vous pouvez aller les modifier, vous pouvez éditer le code, vous pouvez faire ce qu'on appelle des forks, c'est-à-dire récupérer un logiciel libre existant, puis vous faire une version personnalisée en modifiant, en partant un projet parallèle à la base, avec ce logiciel de base, et vous pouvez redistribuer le logiciel. Donc le libre, c'est vraiment
l'application des principes communistes, on va pas se le cacher, mais en termes de maîtrise et de contrôle de l'outil informatique, c'est vraiment le stade suprême, parce que vous savez exactement ce qu'il y a dans les logiciels que vous utilisez, et si les logiciels que vous utilisez ne vous satisfont pas entièrement, vous pouvez les modifier vous-même. Il y a des raisons pratiques au choix du libre également, qui est que les formats de fichiers qui sont utilisés dans le monde du logiciel libre sont des formats qui sont ouverts, qui sont très souvent respectueux des standards ISO, ce qui n'est pas le cas par exemple avec les fichiers, les formats de Microsoft, et qui donc à ce titre vont être des formats pérennes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les lire et les ouvrir dans 5, dans 10 ans, dans 20 ans, parce que ces formats sont documentés et qu'il sera toujours possible d'implémenter le support de ces formats de fichiers dans les logiciels qui naîtront ou qui évolueront dans les années qui viennent. Je prends un exemple qui doit parler à pas mal de gens, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du traitement de texte, on a deux logiciels qui sont principalement utilisés. C'est un logiciel mais sous deux versions différentes, c'est Microsoft Office Word, et Word donc qui est utilisé je dirais à peu près 50% dans sa version 2007 et à peu près 50% dans sa version 2012. Le problème étant quand on s'échange des fichiers entre deux personnes, l'une ayant 2007, l'autre ayant 2012, il y a des gros problèmes de compatibilité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne pourront pas être lues avec 2007 si le document était créé avec 2012, et il peut y avoir des problèmes d'importation dans le format 2012 pour des fichiers qui ont été créés avec le logiciel de 2007. Donc ça, c'est vraiment un gros échec de la part de Microsoft, parce que on se retrouve avec des soucis de compatibilité, 2012 étant le successeur direct de 2007, donc il n'y a pas de rétrocompatibilité sur deux versions proches. Et c'est quand même assez lamentable de pas avoir organisé la rétrocompatibilité de la part de Microsoft. Ensuite, il y a des raisons idéologiques et pédagogiques au choix du libre. Le libre, donc comme j'ai dit, c'est un code source qui est ouvert, qui peut être étudié et qui peut être modifié. Donc, si on a quelqu'un qui souhaite comprendre comment fonctionne son ordinateur, qui est curieux, il peut tout à fait aller mettre le nez dans le code, l'étudier, le modifier et redistribuer les logiciels, ce qui est quand même quelque chose d'assez génial en termes d'innovation et en termes de création de nouveaux logiciels, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez naturellement un minimum de connaissances en programmation, vous pouvez aller dans le fond faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire développer de nouveaux paradigmes, implémenter de nouvelles idées d'utilisation de votre ordinateur. Microsoft, Apple, Google et les autres n'ont pas le monopole de l'intelligence, n'ont pas le monopole du génie en ce qui concerne l'informatique. Il y a aussi de très très bonnes idées qui existent chez les particuliers et chez les développeurs plus amateurs, non professionnels. Donc le libre permet vraiment de tirer parti de toute cette créativité qui se balade dans la nature et qui n'est pas forcément embauchée par des grosses compagnies de logiciels. Et donc, à ce titre, l'utilisateur peut devenir un contributeur potentiel et n'est pas seulement cantonné dans son rôle d'utilisateur consommateur qui va venir se plaindre à son fournisseur de logiciels quand il n'a pas les fonctionnalités qu'il cherche ou quand il n'a pas un logiciel qui lui convient. C'est-à-dire que c'est un peu l'approche hacker, c'est un peu l'approche, voilà, je vais aller bidouiller par moi-même, améliorer, et puis voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment beaucoup plus intéressant que le monde propriétaire. Alors parmi les solutions qui sont libres, on a LibreOffice, on a OpenOffice. Donc pourquoi on choisirait LaTeX plutôt que d'autres logiciels de traitement de texte? Tout d'abord, donc LaTeX c'est un langage de description de documents, c'est-à-dire que ça va pas être un what you see is what you get. L'interface sur laquelle on travaille dans LaTeX, ça va être un éditeur de texte pur, c'est-à-dire le texte est sans mise en forme, qui n'a rien à voir avec un Microsoft Word ou avec un OpenOffice, LibreOffice. Et ce langage de description de documents qui ressemble dans le fond beaucoup à HTML, dans le sens où on va baliser le document, permet de différencier la forme et le fond. C'est-à-dire qu'on va déclarer des objets explicitement, on va déclarer ceci est un titre de premier niveau, ceci est un titre de second niveau, ceci est une liste à puces, ceci est une liste à numéros, ce qui fait qu'on n'a pas à aller appliquer des styles à la volée en allant fouiller dans des menus, on perd pas de temps sur la mise en forme et sur la structure. Il est possible de se créer une feuille de style dans LaTeX
qui va appliquer de façon systématique des styles sur des objets, et tout ce qu'on a déclaré, ce sont des objets. Donc on ne perd pas de temps à aller s'énerver sur un titre qui va pas avoir la même mise en forme que celui d'avant puis celui d'après pour une raison qu'on ignore. On va pas aller s'énerver sur un paragraphe qui a pas le bon espacement à la fin, puis on sait pas pourquoi, parce que tous les autres ont l'espacement qu'on avait demandé. On perd pas de temps avec toutes ces bêtises-là. Ensuite, le fichier compilé va être différent du fichier source. Donc le fichier source, c'est du code, c'est un fichier texte. Le fichier qu'on compile, c'est un PDF. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas de problème de corruption des données. Donc si la compilation se passe mal, il se peut qu'on ait un fichier PDF totalement illisible. Ça, c'est pas très grave dans le sens où la partie critique, c'est le code source. Et le code source, c'est un format de fichier texte qui est extrêmement robuste. On n'a pas de souci d'enregistrement sur un fichier texte. Alors, LaTeX donc s'écrit en code. Comme je l'ai dit, on déclare explicitement des objets. On a plusieurs commandes qui sont extrêmement puissantes. J'en ai mis deux ici qui sont les exemples les plus frappants, c'est print index et table of contents. Donc ce sont des commandes qui génèrent automatiquement, la première c'est un index, la deuxième c'est une table des matières, mais il y a un certain nombre de commandes comme ça dans LaTeX qui sont beaucoup plus puissantes que l'équivalent avec un what you see is what you get, dans le sens où vous faites juste écrire une commande et le logiciel va se charger de tout le reste. Donc la table des matières, il va se charger tout seul, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier, il va la générer au fur et à mesure. De plus, avec LaTeX, vous avez la possibilité de programmer vos macros, vos propres commandes et un certain nombre de routines. Alors c'est possible aussi avec Word, mais c'est beaucoup plus compliqué. Le langage Visual Basic est assez dégoûtant. C'est beaucoup plus simple de le faire avec LaTeX parce que LaTeX fonctionne déjà avec du code. Donc c'est beaucoup plus naturel de se dire je vais me développer une fonction qui va me faire un certain nombre de choses que je réalise aujourd'hui de façon séquentielle avec plusieurs commandes. Et puis dans le fond, j'ai juste appelé ma fonction, l'introduire dans mon code source LaTeX, puis ça va marcher beaucoup plus rapidement. Donc c'est une autre approche du traitement de texte, c'est une approche beaucoup plus développeur et informaticien, mais ça permet de gagner énormément de temps. Ensuite, LaTeX est caractérisé par une typographie qui est extrêmement propre. Donc j'entends par là le langage TeX, donc LaTeX est une implémentation, c'est un ensemble de commandes, de macro-commandes qui s'implémentent sur le langage TeX. TeX a été créé dans les années 70 par Donald Knuth, qui est un très grand informaticien, et qui cherchait un langage, en tout cas un traitement de texte, qui permette de rendre ses livres d'une façon qui lui convient, c'est-à-dire que c'est un gros geek et c'est un espèce de malade de la typographie, et lui avait des exigences extrêmement élevées par rapport au rendu typographique, par rapport à la mise en forme des équations, et il n'y avait rien dans les années 70 qui correspondait à ce qu'il cherchait. Donc il a écrit un langage qui est TeX, qui permettait de faire ça, et si vous regardez un petit peu, quand on a l'œil un peu habitué, un fichier qui est généré avec LaTeX est digne de ce qu'on faisait de ce que faisaient les très grands imprimeurs entre grosso modo la fin de la Renaissance et le XXe siècle. On a un respect par défaut, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas besoin d'aller mettre le nez dans les options. Par défaut, la LaTeX respecte les standards typographiques, tout ce qui est la gestion du crénage, l'approche, le grid typographique, les ligatures, les petites majuscules et toutes ces choses-là. Le texte est beaucoup plus professionnel. Le texte est au niveau imprimeur. Quand on regarde des livres, il y a certaines personnes qui écrivent des livres, surtout dans l'auto-édition, avec Word, parce que c'est un logiciel qu'ils maîtrisent, qui est pas très compliqué à prendre en main. Le problème, c'est quand vous regardez ça, c'est absolument laid. C'est ignoble, c'est pas professionnel, ça fait amateur, c'est pas le genre de choses que vous avez envie de lire, ça fait mal aux yeux. LaTeX était idéal pour les équations mathématiques, c'est entre autres pour ça qu'il avait été créé, les équations mathématiques sont très très bien rendues, et on peut également, il y a tout un tas de possibilités pour rendre le code source avec la coloration syntaxique. Donc je vous ai présenté trois exemples ici, qui sont directement créés en code LaTeX. Le premier, donc c'est une courbe, c'est une représentation graphique en 3 dimensions, donc ça c'est du code, c'est quelques lignes de code LaTeX qui génèrent cette représentation graphique là, en sachant qu'elle est générée de façon vectorielle, c'est-à-dire que dans le PDF qui est généré, vous pouvez zoomer autant que vous voulez sur ce graphique, il n'y aura pas d'effet de pixelisation étant donné que l'image est générée par des fonctions mathématiques. Juste au milieu ici, donc un exemple de calcul, ici c'était un calcul d'intégrale en 3 dimensions, donc vous voyez quand même que
La typographie est très belle, on peut faire un certain nombre de choses, par exemple mettre des accolades en dessous d'une partie du calcul pour aller faire un renvoi sur un numéro d'équation. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez absolument pas faire avec Word. C'est sûr que Word va vous permettre d'éditer tout ça de façon visuelle avec des boutons. Là, ici, c'est édité avec du code. Le code est un petit peu rebutant quand on n'est pas habitué, mais le rendu final est vraiment impeccable. Et puis à droite, donc l'exemple de coloration syntaxique, là c'est une petite boucle for en langage MATLAB. Donc vous voyez avec les chaînes de caractères et les commentaires et les mots-clés qui apparaissent dans des couleurs différentes, avec l'indentation qui est respectée, puis avec les numéros de lignes qui sont ajoutés automatiquement à gauche en tout petit. Donc ça c'est clairement quelque chose qu'on peut pas faire, que ce soit avec LibreOffice ou avec Microsoft Office. Ces trois exemples-là font que c'est vraiment intéressant d'aller sur la tech plutôt que sur d'autres solutions. La difficulté de la tech, naturellement, c'est comme tout c'est du code, il faut le saisir au clavier, c'est long, ça demande de la pratique. Mon postulat de base, c'est que si une dactylo qui n'a pas un niveau universitaire est capable de taper vite au clavier, un étudiant qui est au niveau supérieur, au niveau donc post-bac, est capable de taper également, sont des compétences qui s'apprennent et qui se développent, de la même manière qu'un enfant de 9 ou 10 ans va pas forcément savoir prendre des notes avec un papier et un crayon rapidement et de façon efficace. L'écriture manuscrite s'apprend, ensuite la prise de notes manuscrite s'apprend également, c'est d'autres compétences. Naturellement, apprendre à taper au clavier est pas plus compliqué, puis apprendre à taper vite au clavier est pas plus compliqué que d'apprendre à prendre des notes rapidement. Ensuite, pour les schémas et les croquis, là, on a un gros problème, parce que pour générer des croquis et des schémas, c'est tout à fait possible avec la tech, mais ça prend du temps. Là, il y a un certain nombre de lignes de commandes à taper, et c'est clairement pas possible dans le cadre de la prise de notes devant un orateur qui va avoir un débit de parole assez normal et assez naturel. On peut pas s'amuser à faire des schémas en code. Là, il faut les prendre de façon manuscrite en dessinant. Donc, là, il va falloir se munir d'un autre périphérique de saisie que le bon vieux clavier, et c'est là où ma solution logicielle intervient, donc TechMakerNote, que vous pouvez trouver sur GitHub ou sur mon propre site web. Donc je vous ai mis l'adresse de mon GitHub, du dépôt GitHub. Donc TechMakerNote utilise en gros deux logiciels qui sont TechMaker et Xurnal. Donc je vous passe rapidement sur les avantages nombreux de TechMaker et Xurnal qui sont donc multiplateformes, qui sont activement développés et qui voient régulièrement de nouvelles fonctions être intégrées et qui sont parmi les meilleurs de leur catégorie. TechMaker, c'est un éditeur de texte qui est spécifique, en fait, qui est conçu spécialement pour le code LaTeX. L'intérêt de TechMaker par rapport aux autres, au traitement de texte standard, c'est qu'il est conçu pour LaTeX. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de raccourcis, de bibliothèques de commandes LaTeX qui sont déjà présentes, avec des fonctions d'autocomplétion qui permettent de gagner du temps et éventuellement d'aller chercher la fonction qu'il nous faut sans forcément passer par la documentation. Donc à ce niveau-là, il est vraiment très très bien fait. Et en plus, il permet, dans la même fenêtre, d'aller intégrer le code tech d'une part, et le rendu, le PDF compilé d'autre part, ce qui permet d'avoir sous les yeux quelque chose qui est quasiment what you see is what you get, c'est-à-dire qu'on développe à gauche, puis on voit le rendu à droite. Donc même si le rendu n'est pas directement appliqué sur le code source. Ensuite, Xurnal, c'est un logiciel qui est développé par le MIT, me semble, et qui permet à la base d'annoter des PDF directement donc dessus, et également de prendre des notes manuscrites ou de dessiner avec des supports tactiles, donc que ce soit des tablettes PC ou des tablettes graphiques. J'ai choisi de passer par une tablette graphique étant donné que mon ordinateur n'était pas un tablette PC. En 2013, une tablette graphique donc avec le stylet, disons moyen de gamme, avec une surface active à 5, qui est quand même quelque chose qui permet de travailler confortablement, c'est un support qui pèse pas très lourd, qui est très facile à emporter, et qui va coûter dans les 160 €, 220 $ canadiens. Dans le fond, c'est assez accessible, et naturellement, pour ceux qui auraient des budgets plus réduits, il y a des tablettes graphiques avec un format plus limité, donc avec des formats 2,5 à 5 qui sont beaucoup moins chers. Je prends le moyen de gamme parce que c'est quelque chose qui me paraît pertinent, dans le sens où on a un confort d'utilisation, puis on a une surface active qui est quand même assez large. Et surtout, alors moi je recommande les tablettes Wacom parce que ce sont les mieux implémentées sous Linux. En fait, il y a des pilotes qui sont développés directement sous Linux et donc elles sont compatibles de fait avec Windows, Mac et Linux. Alors je vais passer rapidement sur les inconvénients que présente l'utilisation conjointe de TechMaker et Xurnal, qui sont en particulier des problèmes de langage
de programmation pour l'interface. Donc grosso modo, on peut pas intégrer dans la même fenêtre TakeMaker et Xurnal, c'est pas possible technologiquement, ou alors il faudrait reprogrammer Xurnal en Qt, et ça va pas être très agréable. Donc la solution que j'ai choisie devait satisfaire les contraintes suivantes, donc il fallait que ça soit rapide à utiliser, étant donné qu'on est en cadre de prise de notes, et multiplateforme. Donc le langage qui a été choisi pour programmer ça est Python, étant donné que Python a des interpréteurs en Linux, pour Windows et pour Mac, et donc on conserve l'aspect multiplateforme qui est l'intérêt de Xurnal et de TakeMaker. Ok, donc la démonstration, j'ai ouvert ici un cours qui est mon cours de résistance des matériaux, que je prends donc entièrement entièrement sous la tech. Donc vous avez à droite ici le code source, avec donc cette partie sale qui est les équations. Donc cette équation là correspond à ce que on peut voir ici. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez beau. Je prends les schémas donc en dessin manuscrit. Et alors comment fonctionne TakeMakerNote? Simplement, il faut aller télécharger le fichier sur mon GitHub, le fichier qui s'appelle je sais plus comment d'ailleurs, qui s'appelle TakeMakerNote.py, donc en Python. Ensuite, vous allez dans Utilisateur, Commande utilisateur, Éditer les commandes utilisateurs. Là, vous prenez la première, vous indiquez simplement le chemin, donc déjà vous indiquez Python, donc ce qui va signifier à votre système d'exploitation qu'il doit lancer l'interpréteur Python pour exécuter la commande qui suit. Et ensuite vous avez juste à entrer le chemin où vous avez enregistré donc le script TakeMakerNote.py et vous faites OK. Donc là, pour lancer TakeMakerNote depuis TakeMaker, vous avez juste à utiliser la commande Alt Shift F1 et vous voyez à gauche une fenêtre TakeMaker qui s'ouvre. Donc là, vous pouvez faire votre dessin, je dessine n'importe quoi dans le fond. La pire chose que vous pouvez dessiner dans un cours, ça va être un graphe en 3D. C'est souvent pas très agréable. Puis c'est le moment où on réalise que le génie mécanique développe un petit peu vos compétences graphiques. Donc imaginons être en cours de maths puis dessiner une jolie spirale incluse dans un cube. Donc ici vous voyez que j'utilise l'option qui est activée, c'est la reconnaissance géométrique. Donc si je fais un trait qui a l'air plus ou moins droit, TakeMaker va l'interpréter comme un segment de droite. Alors ouais, il faut quand même qu'il soit quand même assez droit. Il est capable également d'interpréter les flèches, les cercles. Ok, ça marche pas à tous les coups, mais ça marche quand même plutôt pas mal. Et puis si on veut, on a des options de surlignement. Bon, c'est pas toujours très élégant, je les utilise assez peu. Xurnal prend en charge sur certains stylets, vous avez une option gomme quand vous retournez le stylet, donc le stylet a deux zones actives, et donc il le prend en charge de façon assez naturelle. Puis c'est ça, vous pouvez aussi ajouter du texte, moi c'est pas quelque chose que j'utilise, je préfère tout prendre en manuscrit, mais c'est possible d'aller ajouter du texte. Ensuite, rendu là, il y a juste 3 choses à faire. CTRL S pour enregistrer le fichier, donc vous voyez qu'il a déjà un nom qui s'appelle image31. Donc si on regarde ici, la dernière image que j'avais intégrée c'était image 28 dans mon document. Bon, ce qui se trouve c'est que il se trouve que les images 29 et 30 je les ai créées puis je les ai supprimées. Donc TakeMakerNote tient à jour un index des fichiers que vous avez créés et puis il l'enregistre tout seul au bon endroit. Donc CTRL S pour enregistrer, CTRL E, vous voyez qu'il va s'enregistrer exactement au bon endroit avec tous les autres documents. Donc j'ai juste à l'enregistrer. Voilà, je fais CTRL Q pour quitter. Et là, TakeMakerNote va envoyer dans le presse-papier du système d'exploitation la commande qui permet directement d'enregistrer, d'appeler, d'intégrer dans le code tech la bonne image. Donc je fais simplement CTRL V et vous voyez ici que la commande qui me permet d'inclure mon graphique est déjà pré-remplie avec une option qui est l'échelle 1.1 et le bon répertoire et la bonne image. Donc si je compile, je vais obtenir le dessin que j'ai fait. Donc vous avez noté 2 choses. La première, c'est que j'avais dessiné sur un support quadrillé, le quadrillage a été effacé. J'ai dessiné sur un support au format A4 et ici vous voyez que l'image a été recadrée, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les zones blanches, donc l'image prend pas plus de place que ce qu'il lui faut. Et donc elle est intégrée assez proprement, et surtout si je vais zoomer dessus,
on se rend compte que l'image est vectorielle, c'est-à-dire que c'est pas une matrice de pixels comme les formats PNG ou JPEG, c'est vraiment un dessin vectoriel et je peux zoomer autant que je veux, je perds pas de définition, il n'y a pas d'effet de pixelisation. Donc ça c'est vraiment intéressant en termes de qualité du rendu. Voilà, maintenant si on se met, là j'ai fait la démonstration calmement, si on se met dans le cas d'une prise de notes en direct, donc comment ça se passe? CTRL ALT F1, je fais mon dessin, ok, je dessine éventuellement en même temps que le prof, donc je sais pas quoi, une courbe, un diagramme des efforts tranchants, on va faire ça, donc c'est V, c'est des kilonewtons, peu importe pour la cohérence scientifique de l'affaire, on peut se faire un diagramme des moments fléchissants par après, et puis on peut faire au-dessus le diagramme du corps libre avec les forces. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça on aurait une force comme ça. Ici on aurait... Ok, non c'est l'inverse, peu importe. En tout cas ici on aurait des forces réparties. Et là des forces réparties dans l'autre sens. Bon, mon DCL est faux par rapport à mon diagramme des efforts tranchants, mais ça on s'en fiche. Ensuite je fais CTRL S, CTRL E, Entrée, CTRL Q, CTRL V, F1, je compile, c'est extrêmement rapide. Et là, bon, il y a un petit temps de compilation, vous voyez ici mon dessin qui apparaît. Donc personnellement, ça fait 1 mois et demi que je prends mes notes sur support informatique. J'ai jamais eu de problème de décrochage par rapport au professeur, à l'enseignant qui donne le cours. Ça arrive néanmoins de temps en temps qu'on soit un petit peu à la ramasse. Donc à ce moment-là, on peut activer le mode panique et prendre ces équations en manuscrit. Mais sinon, globalement, on s'en sort plutôt bien. Le rendu est propre. Donc voilà à peu près à quoi ressemble mon cours. Là encore, il y avait un mode panique activé. Mais c'est pas si fréquent que ça, là. Si on a bien dormi la veille, en général, on est capable de taper assez vite. C'est quand même beaucoup plus beau que les cours, la moyenne des cours en manuscrit. C'est pas seulement gadget, hein, c'est pas seulement pour faire beau. D'une part, étant donné que je me déplace toujours avec mon ordinateur, ça signifie que j'ai toujours mes cours sur moi. D'autre part, j'ai des amis qui sont pas toujours, qui ont des conflits d'horaire, qui peuvent pas toujours assister aux cours. À ce moment-là, j'ai juste à leur envoyer mes notes de cours par email. À la fin, je leur envoie donc le fichier PDF qui est à gauche, et ils peuvent récupérer leur cours sans problème et sans travail additionnel pour moi. Et surtout, l'avantage, c'est que si je fais une recherche, comme je le disais précédemment, si je fais une recherche par mots-clés dans mon PDF, ben, je trouve directement ce que je cherche. Donc ça c'est quand même assez appréciable. Ce que je disais à propos de la table des matières, donc j'ai une commande ici à la fin qui s'appelle matière, c'est une commande que j'ai programmée moi-même à partir de la commande standard Table of Contents. Vous voyez que ma table des matières se génère automatiquement, et si je vais cliquer sur une entrée, en fait l'entrée c'est un lien qui m'emmène directement à la section concernée. Donc ça encore une fois c'est faisable avec Microsoft Word. L'affaire c'est qu'il faut le faire à la main. Il faut configurer les renvois et les encres. Ici, la tech le fait tout seul et se débrouille très bien pour le faire. Puis j'ai mes numéros de page qui sont ajoutés automatiquement. C'est juste une commande et je me prends plus la tête. Donc en conclusion, implémenter le manuscrit dans le code LaTeX. D'une part, ça nous donne la robustesse du code et ça nous donne la souplesse du manuscrit, ce qui permet d'avoir à peu près le meilleur des deux mondes. C'est un nouveau paradigme de prise de notes. Jusqu'à présent, on prenait, en tout cas de ce que j'ai vu des logiciels existants, on prend les notes soit directement au clavier, soit entièrement avec des tablettes PC ou avec des tablettes graphiques, entièrement manuscrits mais sur informatique. Ici on mélange les deux en utilisant le code LaTeX à chaque fois que c'est possible et en utilisant les notes manuscrites quand c'est absolument nécessaire. Donc le code LaTeX permet de profiter de tous les avantages du langage de description LaTeX, de la mise en forme des équations, de la recherche par mots-clés dans le PDF, et les notes manuscrites permettent de gagner du temps sur tout ce qui serait trop long à écrire en code. Donc ça permet vraiment d'avoir la rapidité, une rapidité, une efficacité qui est assez unique. Même si on n'a pas la reconnaissance du caractère sur des notes manuscrites qu'on pourrait avoir dans OneNote de Microsoft Office par exemple. Toutefois, donc pour être opérationnel avec LaTeX en prise de notes, il faut configurer TextMaker. C'est-à-dire qu'il faut se prévoir des raccourcis, il faut se prévoir des routines et des choses qui sont déjà préprogrammées pour pouvoir gagner du temps.
et puis ça impose une connaissance qui est quand même assez approfondie des commandes de la tech. Moi personnellement, je suis à un niveau où je les connais à peu près toutes par cœur, donc j'ai pas besoin de réfléchir à la commande qu'il faut que j'utilise. Euh, c'est toujours l'avantage des solutions qui vont être puissantes, c'est que quand on veut de la puissance, on introduit de la complexité. Donc quand on veut quelque chose de vraiment puissant, on le fait en code, et le code, bon bah il faut aller consulter la documentation régulièrement, et quand on est en face d'un orateur et qu'on veut prendre en note ce qu'il raconte, on n'a pas le temps d'aller voir la documentation, donc tout ça c'est des choses à connaître par cœur. Néanmoins, comme tout le reste, ce que je dis souvent, avant d'apprendre, je savais pas le faire non plus. Donc c'est pas quelque chose d'inné, puis c'est quelque chose qui peut s'apprendre assez facilement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation qui est quand même assez longue. Elle était publiée sous licence Creative Commons Paternité Partage à identique. Vous pouvez retrouver donc TechMaker soit sur mon dépôt GitHub, soit sur mon site web. N'hésitez pas à me faire parvenir des rapports de bugs ou des attentes, des idées que vous auriez eues pour améliorer le programme. Il y a un certain nombre d'axes de développement que j'envisage pour développer, pour améliorer ce programme-là et le rendre encore plus efficace. Par exemple, il est un peu lourd à exécuter, c'est-à-dire qu'il fait TechMaker Note fait augmenter la consommation processeur de TechMaker pour une raison que j'ignore. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles je travaille actuellement. N'hésitez pas à me faire parvenir vos remarques. Et puis donc, à bientôt.